Donc, le sujet qui nous regroupe aujourd'hui, c'est effectivement la thématique gestion de patrimoine et coronavirus, comment réagir face à la crise. Alors, le déroulé de présentation que je vous propose pour aujourd'hui, c'est d'abord de faire un point sur la situation actuelle, donc sur ce qui s'est passé et sur où on en est, de reparler des grands principes de l'épargne long terme, parce que finalement, dans les situations comme celle-ci, ce qui est important, c'est de se projeter au-delà de la crise, de voir quelles thématiques nous paraissent à privilégier dans le contexte actuel, puis enfin de voir comment choisir ces enveloppes de placement. Donc, je rappellerai les différents types d'enveloppes de placement qui existent, leurs avantages et leurs inconvénients. Donc, un point sur la crise. Donc, comme tout le monde s'en est rendu compte, la crise du coronavirus, elle est assez inédite par sa soudaineté, par sa violence et par sa globalité. Donc, c'est une crise à la fois sanitaire, à la fois financière, à la fois économique. C'est une crise qui est mondialisée et c'est une crise qui a entraîné un krach boursier sans précédent puisque ça a été le marché baissier le plus rapide de l'histoire. Les marchés européens ont perdu près de 40% en un mois. Là, je vous ai mis les performances des marchés à date de vendredi. Donc, ce qu'on voit, c'est que ça avait fortement baissé, qu'on est remonté aussi fortement depuis quelques mois. Et ce qui est important de noter, c'est quand même une disparité entre l'Europe et les États-Unis. Donc, en Europe, on est encore à moins 25% depuis le début de la crise, alors qu'aux États-Unis, on a bien remonté et il y a même des marchés qui sont positifs, comme le Nasdaq. Alors, les conséquences de cette crise, forcément, elles seront durables. On ne peut pas encore les mesurer, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un impact sur le pouvoir d'achat des ménages, sur le pouvoir d'achat des particuliers, en fonction du nombre de faillites qu'il y aura, de l'évolution du taux de chômage. Et puis, on va avoir des acteurs économiques très endettés, que ce soit les États ou que ce soit les entreprises. Alors, situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle, puisque pour répondre à cette crise et pour soutenir les économies, on a eu des interventions vraiment massives, à la fois des banques centrales et à la fois des États. On a tous entendu Emmanuel Macron, dans son premier discours après le confinement, dire on fera tout pour sauver l'économie, quoi qu'il en coûte. Et tout de suite, il a été relayé par l'ensemble des institutions avec le whatever it cost. Et en fait, concrètement, les banques centrales injecteront autant de liquidités qu'il faut pour que l'économie reparte. Alors, les montants injectés, ils sont colossaux. Quand on regarde au niveau mondial, c'est plus de 15 000 milliards de dollars qui ont été injectés dans les économies. Ça représente un peu moins de 20% du PIB mondial. Et là encore, on voit des disparités importantes entre les États-Unis, qui ont injecté près de 8 000 milliards pour 35% de leur PIB, et l'Europe, qui à ce jour n'a injecté que 2 milliards, ce qui représente 14% de son PIB. Alors, le fait qu'il y ait plein de liquidités qui soient injectées comme ça dans l'économie, ce n'est pas tellement nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, c'est le no limit. Donc là, ce que les banques centrales ont dit, c'est qu'elles injecteraient autant de liquidités qu'il faut, sans limite de montant, sans limite de temps et sans limite de périmètre d'intervention. Donc on a vu des mesures originales comme l'hélicoptère monnaie, qui consiste finalement à distribuer de l'argent aux gens. Donc en France, on n'a pas encore vu ça, mais aux États-Unis, on a distribué 1 200 $ par personne. Au Japon, par exemple, il y a également 850 € qui ont été distribués à tous les citoyens, quelle que soit leur situation. Et l'autre nouveauté, c'est que les banques centrales, alors que ce n'est pas leur rôle, interviennent sur les marchés en achetant de la dette d'entreprise, mais aussi en investissant sur les marchés actions, notamment la Banque centrale américaine, qui achète des ETF. Alors, on peut se poser la question d'où vient tout cet argent qui est injecté, puisque d'abord, on ne le voit pas forcément encore, mais en tout cas, il est là. Et puis, d'où il vient. Concrètement, c'est vraiment de la création monétaire pure, c'est-à-dire que c'est de l'argent qui n'existe pas, qui est créé. Donc, pour prendre un exemple, quand un État comme la France a besoin d'argent pour un plan de relance, par exemple 100 milliards d'euros, c'est le montant du plan de relance de la France, qu'elle n'a pas, elle va sur les marchés financiers et elle dit bonjour, est-ce que vous voulez bien me prêter de l'argent? Et en ce moment, c'est les banques centrales qui achètent la grande majorité de cette dette. Donc en fait, c'est vraiment une création de monnaie par une simple opération comptable.
Donc, ça a posé quand même un certain nombre de questions sur la suite, parce qu'on peut se poser la question de comment on va faire pour arrêter cette fuite en avant de la dette. Donc, concrètement, il y a 3 solutions possibles qu'on connaît aujourd'hui. Il y en aura peut-être d'autres qu'on ne connaît pas, mais la première, ce sera une augmentation des impôts, par exemple en taxant l'épargne. Il y a le Parti socialiste en France qui a proposé de faire une taxe sur le fonds euro de l'assurance vie, par exemple. La deuxième solution possible, ça peut être décider d'effacer une partie de cette dette. Aujourd'hui, il y a 30% de la dette des États qui est détenue par les banques centrales. Du coup, les États pourraient se mettre autour de la table et dire, ben voilà, finalement, on ne rembourse pas notre dette. Alors, ça pourrait poser un problème vis-à-vis d'États qui sont plus vertueux que d'autres, comme l'Allemagne, comme les pays du Nord, par rapport à la France, l'Espagne ou l'Italie. Enfin, la dernière possibilité, c'est un retour de l'inflation, même si aujourd'hui, on est plutôt dans une situation déflationniste. Alors, où on en est aujourd'hui? Donc, après une chute importante des marchés, les marchés ont rebondi de manière très forte, de manière inégale selon les zones, on a vu. Et aujourd'hui, on est dans une phase où finalement les incertitudes portent plus sur les conséquences économiques de la crise, à quel rythme la reprise va se faire, quel va être le taux de chômage, à quel point des entreprises vont faire faillite, quel va être l'effet sur l'économie réelle des plans de relance qu'on a évoqués précédemment. Et en plus, on voit des risques qui persistent, voire qui reviennent. Donc, on a l'épidémie qui pourrait s'aggraver. On a des niveaux d'endettement records sur les États. Et puis, on revoit apparaître des tensions entre les États-Unis et la Chine. On a le Brexit qui même s'il est décidé, n'est pas encore arrêté dans ses modalités. Donc, finalement, on est dans un univers encore assez risqué. Un petit mot sur le marché immobilier. Alors, cette crise, elle va entraîner des retards parfois importants sur les livraisons sur le segment de la construction, puisque toute la construction s'est arrêtée pendant 2 mois, enfin la grande majorité. Elle reprend doucement parce qu'il y a des mesures très contraignantes qui sont mises en œuvre pour la distanciation sociale sur les chantiers. On a tous entendu parler de la possibilité pour les petites entreprises de ne pas payer leur loyer. Donc, on peut se poser la question de l'impact pour les propriétaires du non-paiement de ces loyers. Donc, dans les faits, ce qu'on voit, c'est que l'impact pour les bailleurs institutionnels, même s'ils vont avoir une diminution de leur rendement, il est quand même assez modéré et ils devraient pouvoir faire face sans difficulté. Alors après, on a une disparité entre les secteurs. Ce n'est pas pareil sur l'immobilier résidentiel et sur les bureaux que sur l'hôtellerie ou les commerces, par exemple. On entend beaucoup parler d'une baisse possible de l'immobilier. Alors, est-ce que ça va se passer ou non? En fait, on n'en sait pas grand-chose. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des facteurs de risque importants. La fragilité des agents économiques. Si les entreprises ne se portent pas bien, si les ménages ne se portent pas bien, c'est sûr qu'il y aura des difficultés à assumer les loyers. On peut avoir un impact donc, de ces baisses de rendement dans les prix. On a un facteur qui est la difficulté de plus en plus grande d'obtenir des crédits, parce que même si les taux sont très bas, depuis quelques mois, on voit que les banques remontent leur taux d'intérêt, que les durées de prêt diminuent, qu'on demande des apports de plus en plus importants et il y a pas mal de dossiers refusés. Enfin, le plus gros facteur de risque, c'est finalement les prophéties auto-réalisatrices, c'est-à-dire que si tout le monde croit que l'immobilier va baisser et attend que l'immobilier baisse pour acheter, à un moment donné, forcément, ça peut se produire. Alors, en face de ça, il y a quand même des facteurs de soutien énormes. Le premier, c'est toutes les liquidités qui sont injectées en soutien de l'économie, dont on a parlé tout à l'heure. Cet argent, à un moment donné, il va bien devoir être investi. Et l'immobilier, c'est toujours une valeur refuge. Ça a toujours joué le rôle de valeur refuge. Donc, à un moment ou à un autre, ça arrivera bien sur cette classe d'actifs. Ensuite, c'est le seul actif pour lequel on peut emprunter pour l'acheter. Donc, il n'y a pas d'autre chose. Donc, forcément, les gens qui veulent développer leur patrimoine, ils n'ont pas d'autre choix que d'investir dans l'immobilier. Et c'est aussi une bonne protection contre l'inflation si jamais elle revient. Donc, baisse de l'immobilier, peut-être, mais en tout cas, il y a au moins autant de forces contre que de raisons qui pourraient l'expliquer. Alors, avant d'avancer plus concrètement, je
Je voudrais resituer cette crise du coronavirus dans un contexte historique, parce que finalement, c'est une crise difficile, certes, mais ce n'est jamais qu'une crise de plus parmi toute une série de crises qu'on a connues. Et ce qu'on sait, c'est qu'à chaque fois qu'on a traversé une crise, tous les 5-10 ans, finalement, on s'en est sorti, on a avancé, et on a avancé sur des niveaux de valorisation de plus en plus élevés. En noir, là, sur ce graphe, on voit les moments où il y a eu des marchés baissiers depuis 50 ans. Donc, on voit c'est des moments assez concentrés, avec des baisses assez fortes. Mais au-dessus, en vert, on a toutes les phases de hausse. Et on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de phases de hausse pour des performances plus importantes que les phases baissières. Concrètement, ça se traduit sur l'évolution des marchés. Donc, ça, c'est un graphe qui présente l'évolution des actions américaines sur le très long terme depuis 100 ans. Donc, on voit que certes, il y a eu toute une série de crises, des mouvements importants, mais sur le long terme, on a quand même une tendance haussière très forte et les actions, ça reste la classe d'actifs qui a le mieux performé au cours du siècle passé. La même chose pour l'immobilier. Donc, l'immobilier, on a souvent tendance à se dire oui, valeur refuge, ça ne craint rien, etc. Donc, en rouge, là, vous avez l'évolution du prix de l'immobilier depuis les années 1800. En noir, c'est les États-Unis. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a également des variations sur le prix de l'immobilier. Et il faut se rappeler que la dernière crise immobilière en France, c'était en 90 et l'immobilier avait perdu 35-40% à Paris. Donc, c'est quand même quelque chose à avoir en tête. Voilà pour les aspects un petit peu macro. Donc maintenant, ce que je voudrais faire, c'est reparler des principes d'épargne à long terme. Parce qu'encore une fois, la première chose à faire dans ces périodes, c'est vraiment de se projeter dans l'après-crise, de maintenir le cap en fait. Et pour maintenir le cap, il faut être à l'aise avec les choix qu'on a faits. Pour être à l'aise avec les choix qu'on fait, il faut bien les comprendre et que ça corresponde à sa situation. Alors, la première notion qui me paraît importante, c'est l'importance du temps dans la constitution d'un patrimoine. Le temps, en matière de gestion de patrimoine, ça peut vraiment être un atout pour ceux qui commencent tôt à épargner ou il peut jouer contre nous si on tarde trop. Pour l'illustrer, je vais prendre un exemple très simple. Quelqu'un qui épargnerait 500 € tous les mois pendant 10 ans sur un placement qui rapporte 2% par an. Au bout de 10 ans, il a constitué un capital de 66 000 €. S'il prolonge cet effort d'épargne 10 ans de plus, il épargne pendant 20 ans, au bout de 20 ans, il a 147 000 € de patrimoine. Si on se pose la question de combien il faudrait épargner tous les mois pour arriver à constituer cette même somme, 147 000 € en 10 ans, il faudrait épargner 1 110 € par mois. Donc, c'est un effort d'épargne beaucoup plus coûteux, beaucoup plus conséquent. Typiquement, là, on est dans la situation de quelqu'un qui a 50 ans, qui va partir à la retraite dans 10-15 ans et qui se dit « Ouh là là, je vais avoir une baisse de revenus, je vais avoir besoin de revenus complémentaires, qu'est-ce que je fais ?» Il commence à épargner. Et là, on est dans la situation de quelqu'un qui s'en préoccupe beaucoup plus tôt. À 40 ans, il se projette, il se dit « Je vais commencer à mettre de côté pour ma retraite. » C'est sûr que pour arriver au même résultat, celui qui s'y prend tard, l'effort est beaucoup plus important que pour celui qui anticipe. Le deuxième facteur qui est important en matière d'épargne, c'est le taux de rendement auquel on place son argent. Souvent, on se dit pourquoi s'embêter pour aller gagner 1%. 1%, c'est une différence entre 0,5 ou 1%, c'est rien du tout au final. Alors certes, ça peut paraître négligeable. Néanmoins, sur le long terme, ces petits écarts de taux de rendement, ils peuvent être très importants. Si je prends l'exemple de quelqu'un qui a un capital de 100 000 € à placer, s'il le laisse dormir sur ce compte courant, ce qu'on sait, c'est qu'au bout de 20 ans, il aura toujours 100 000 € finalement. Quelqu'un qui place cette épargne à 1%, ne serait-ce qu'1% de rendement par an, il a 22 000 € de plus. À 2%, 48 000 € de plus. Et si on arrive à placer son capital à un taux moyen de 4% de rendement, là, on fait plus que doubler son épargne. Du coup, on voit bien que des différences assez faibles de taux en termes de valorisation de patrimoine au final, ça fait des différences assez énormes. Alors, il y a quand même un petit problème, c'est qu'aujourd'hui, le taux sans risque, ça rapporte rien du tout. C'est zéro, voire à l'avenir, ça va peut-être être négatif. Peut-être que pour préserver son épargne,
va falloir payer un petit peu. Donc, ça veut dire que pour aller chercher même 1% de rendement, il va falloir prendre un certain risque. Quand on fait un placement, le risque de ce placement, il est en général noté sur une échelle de risque qui va de 1 à 7. Et le risque, il va se matérialiser principalement par la volatilité. La volatilité, c'est des amplitudes de variation. Donc, par exemple, si on est sur quelque chose de pas très risqué, 2 ou 3, l'évolution de notre placement, ça va être quelque chose comme la courbe orange. Donc voilà. Donc on va avoir un rendement un peu supérieur à 0. Néanmoins, il ne sera pas très élevé. Par contre, on ne va pas assumer beaucoup de fluctuations. Par contre, si on va se positionner sur un placement très risqué, à 7 par exemple sur l'échelle, on sera sur la courbe violette là. Donc, on va avoir un rendement beaucoup plus fort sur le long terme. Par contre, on va devoir assumer des fluctuations très fortes. Et finalement, ces fluctuations, c'est des pertes maximales potentielles. Parce que si j'ai besoin de retirer mon argent à ce moment-là, ici, là, je perds beaucoup d'argent. Ce qui va limiter ce risque de perte, c'est mon horizon de placement. Si je peux bloquer la somme sur 5 ans, finalement, si je sais que je n'ai pas besoin de cet argent avant la sortie, là, je m'en fiche un peu de comment ça bouge. Donc, il y a un autre facteur de risque qui peut être la liquidité des sommes. Par exemple, de l'épargne sur des livrets bancaires, c'est hyper liquide. Avoir un appartement, quand on veut le vendre, ce n'est pas liquide, ça met du temps. S'il y a une crise immobilière, ça peut mettre du temps. Là, je vous ai mis la performance des différentes classes d'actifs sur le long terme. Donc, ce qu'on voit, c'est que les actions, c'est le placement qui a été, encore une fois, le plus rentable sur le très long terme, 10-12% par an. Néanmoins, avec une volatilité très, très forte. Donc, on l'a dit, là, au mois de mars, la bourse a perdu quasiment 40%. En 2008, elle avait perdu plus de 50%. Donc, certes, c'est le placement le plus rentable sur le long terme, mais fort risque. Quand on est sur des livrets bancaires, on a un rendement beaucoup plus faible. Sur 30 ans, c'était un peu plus de l'ordre de 2-3%. Par contre, on n'assume quasiment pas de risque. Alors bien sûr, on n'a jamais ou que des actions ou des livrets bancaires. L'idée, c'est que quand on a un profil de risque dynamique et qu'on a un horizon de placement long, on va avoir pas mal, une quantité importante de son argent placé par là et peu par ici. Par contre, à l'inverse, si on a un profil de risque prudent, qu'on a un horizon de placement assez court, on va avoir beaucoup de son capital placé par là et peu ici. Finalement, la première chose à faire quand on a un capital à placer et puis pour faire des choix qui nous correspondent, encore une fois, qu'on peut tenir dans la durée, ça va être de définir un profil de risque. Alors souvent, c'est une chose quand on voit son banquier ou son conseiller qui nous embête, ça nous paraît superflu, pourtant c'est la chose la plus importante. Parce que, encore une fois, si on prend des risques démesurés par rapport à ce qu'on est prêt à tenir, dans des situations comme aujourd'hui, on n'est pas à l'aise avec son organisation patrimoniale et donc on est un peu stressé. Alors que si on a bien compris les risques qu'on prend, finalement, on peut traverser des périodes comme celle-ci sereinement. Donc l'idée, c'est en fonction de l'horizon de placement qu'on a, en fonction de sa tolérance aux fluctuations de marché, en fonction de la perte maximale qu'on est prêt à tolérer, on va ventiler un capital qu'on voudrait placer ou une épargne mensuelle qu'on peut faire entre différentes poches. Si j'ai 10 000 euros à placer, par exemple, si je me dis sur ces 10 000 euros, je vais avoir besoin de 1 000 euros dans l'année pour m'acheter une voiture, ça, je vais le placer sur des choses pas risquées du tout, en fait, pour que cet argent reste disponible et je ne vais pas chercher une rentabilité très forte. Si j'ai sur ces 10 000 euros, 3 000 euros sur lesquels je sais que je ne vais pas en avoir besoin pendant 3 ans, néanmoins je ne veux pas prendre de risque, je vais les placer sur quelque chose qui va me donner un rendement peut-être de 2% par an sur 3 ans. Et puis, plus j'ai un horizon de placement long, plus je vais pouvoir aller prendre du risque sur des solutions qui vont être plus ou moins exposées au marché. Donc l'idée, c'est vraiment de répartir en fonction de son profil entre des placements qui vont être peu ou pas risqués et des placements qui vont avoir un peu plus de risques pour aller chercher en moyenne une rentabilité plus forte. Donc, pour illustrer ça, là, je vous prends l'exemple de ce que ça peut donner une allocation d'actifs sur un profil équilibré. Donc, cette personne, elle a placé 40% de son argent ici sur des choses pas du tout risquées.
Elle a 30% de son capital placé sur des choses moyennement risquées, à un risque de 4 sur 5, 20% sur des choses plutôt risquées, un risque de 5 sur 7, et à la marge, 10% sur des choses très très risquées. La performance de cette allocation sur les 10 dernières années, c'est un rendement moyen de 5% par an pour une volatilité de 5% également et une perte maximale de 15%. Donc, c'est un profil équilibré. Là, on voit ce que ça donne en termes de valorisation de capital et on voit la perte ici au moment du mois de mars. Alors, je voudrais insister sur deux derniers points sur le sujet épargne long terme. Le premier point, c'est l'intérêt d'effectuer des versements mensuels plutôt que de placer en une fois un capital. Donc, si on se place dans une période de marché où la courbe fait un U, comme sur la courbe bleue, les marchés baissent, après ils remontent, quelqu'un qui investit ici et qui revend ici, finalement, il n'a pas gagné d'argent. Parce que ça a baissé, ça a remonté, il n'a rien gagné. Là, il s'est écoulé 8 ans, il n'a rien gagné. Par contre, quelqu'un qui a investi un petit peu tous les mois pendant que les marchés baissaient et un petit peu tous les mois pendant que les marchés montaient, lui, il a gagné en moyenne 7% par an. Alors bien sûr, quand on est dans une phase où les marchés montent beaucoup, quelqu'un qui investit en bas et qui vend en haut, il gagne plus que quelqu'un qui investit tous les mois. Par contre, quand les marchés baissent, quelqu'un qui investit au plus haut et qui vend au plus bas, il a une perte beaucoup plus importante que quelqu'un qui aurait versé 1 000 € tous les mois pendant que ça baissait. Donc, investir mensuellement plutôt qu'en une fois, ça permet vraiment de lisser son point d'entrée et donc au final de lisser son risque et de diminuer les chances de perte. Dernier point, c'est l'importance de diversifier. Alors, ce n'est pas grave si on n'arrive pas à lire. Chaque couleur, ça représente une classe d'actifs différente. Ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est jamais d'une année sur l'autre les mêmes classes d'actifs qui sont les plus performantes. Si je prends l'exemple des actions de moyennes entreprises en vert, en 2009, en 2017, c'était le type de placement qui a le plus performé. Par contre, en 2011, en 2008, en 2015, ça faisait partie des placements qui ont le moins bien performé. Donc, pour essayer d'avoir une performance lisse dans la durée, l'important, c'est de diversifier son risque. Donc, en résumé, sur l'épargne long terme, l'importance de commencer tôt à épargner, l'importance de bien dresser son profil de risque et de faire des choix, d'adopter une allocation qu'on comprend et avec laquelle on est à l'aise. Pourquoi pas privilégier des versements programmés plutôt qu'un versement des investissements en une fois, surtout en ce moment, et bien diversifier son risque. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans le concret. Une fois qu'on a déterminé son profil de risque, il faut voir dans quoi on place concrètement son argent. Donc là, je vais vous parler de quelques thématiques qui nous paraissent porteurs dans le contexte actuel. Donc, c'est principalement des thématiques qui s'appuient sur des tendances vraiment de long terme, sur la rareté des ressources, sur l'innovation, sur la globalisation et sur l'idée de diversifier un peu son patrimoine en allant sur des actifs tangibles comme le foncier, par exemple. Alors, la première thématique que je souhaite aborder, c'est tout ce qui est investissement socialement responsable. Vous en avez sans doute entendu parler. L'idée, c'est d'intégrer des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans ses choix d'investissement. Concrètement, quand on investit, par exemple, quand on place de l'argent dans un fonds ISR, le gérant, avant d'acheter une entreprise, il va la noter selon différents critères. Des critères, il y a la gouvernance. Est-ce que l'équipe dirigeante est compétente? Est-ce qu'il y a des contre-pouvoirs? Est-ce que les actionnaires minoritaires sont respectés? Ils vont regarder si la société respecte l'environnement, si ses produits sont respectueux de l'environnement, qu'est-ce qu'elle fait pour avoir un impact positif sur l'environnement. On va regarder comment l'entreprise se comporte au niveau social. Est-ce que la protection de ses salariés est bonne? Est-ce que la progression dans l'entreprise se fait sur des critères objectifs? Comment l'entreprise traite ses fournisseurs? Tout ça, ça va donner une note. Et puis finalement, un investisseur ISR, il va investir que dans des sociétés qui ont de bonnes pratiques sur ces différentes thématiques. On peut aussi exclure des choses, donc dire, moi, je ne veux pas du tout investir dans l'armement, dans le tabac, dans l'alcool, dans la pornographie. Ce n'est pas toujours le cas, mais on peut exclure des thématiques. Ce qui est important de souligner, c'est que
l'investissement socialement responsable et la performance, ce n'est pas antinomique. Parce que ces dernières années, y compris pendant la crise actuelle, tout ce qui est ISR, finalement, ça résiste mieux et ça performe mieux que les fonds non ISR. Quand on regarde les fonds actions les plus performants, souvent, c'est des fonds socialement responsables. Autre thématique qui nous paraît avoir du sens en ce moment, c'est évidemment la santé. Donc, au-delà du fait que dans la période actuelle, après le coronavirus, on peut espérer qu'il y aura des dépenses de santé importantes, des budgets de recherche plus importants, des dépenses dans les infrastructures. C'est une thématique qui est portée par des tendances long terme durables. La démographie avec l'augmentation de la population, le vieillissement de la population, le besoin de systèmes médicaux, des systèmes de santé dans les pays émergents, le besoin d'innovation permanente pour faire évoluer les traitements existants et pour trouver de nouveaux traitements. C'est une thématique sur laquelle on estime qu'il y a un potentiel de croissance de 3 à 6% par an dans les années à venir. Autre thématique séculaire qui peut faire sens aujourd'hui, tout ce qui est intelligence artificielle, robotique, digitale. Donc là encore, c'est des tendances qui existent, mais qui vont sans doute être accélérées par la crise actuelle. C'est des sujets qu'on voit de plus en plus présents dans nos vies quotidiennes et qui ont vocation à impacter l'ensemble des secteurs économiques finalement dans leur pratique. Donc il y a différentes sous-thématiques d'investissement là-dessus, l'automatisation des tâches, le commerce électronique avec des entreprises comme PayPal, Amazon, Alibaba, le fait de travailler de chez soi, d'être bien chez soi, avec des thématiques comme la livraison de repas à domicile, les téléconférences comme on fait aujourd'hui, les jeux en ligne, les paiements numériques, la santé en ligne aussi, comme on a pu le voir pendant la crise du coronavirus. Voilà, tout un tas de thématiques qui, normalement, dans les années à venir, d'après les gérants qui investissent sur ces thématiques, devraient offrir un potentiel de croissance de 17% par an dans les années à venir. Autre exemple de thématique qui peut avoir du sens, la sécurité. La sécurité au sens large, hein, c'est le premier besoin humain, la sécurité, et surtout, c'est quelque chose qui est partout, tout le temps et dans toute l'économie. Là, en ce moment, on est sur 2 ordinateurs, donc il y a des aspects de sécurité sur les antivirus. Quand on prend l'avion, on passe sous des portiques à l'aéroport. Quand on mange un aliment, il y a toute une chaîne de sécurité alimentaire derrière. Donc là encore, c'est des thématiques qui sont d'actualité, quels que soient les contextes, crise ou pas crise. Et sur ce segment, il y a un potentiel de croissance annuelle de 12% par an des entreprises qui travaillent sur le secteur de la sécurité. Autre exemple avec la thématique de l'eau. Donc, c'est possible d'investir dans l'eau, dans les infrastructures liées à l'eau, dans les technologies de l'eau pour le traitement, les traitements innovants comme la dépollution de l'eau via des UV, le traitement des déchets. L'idée, c'est que l'eau, c'est une ressource fondamentale pour la vie et qu'aujourd'hui, il y a un déséquilibre très important entre l'offre et la demande. Concrètement, il n'y a pas assez d'eau pour tout le monde. Il y a une augmentation de la démographie des pays émergents, une augmentation de la pollution. Donc forcément, d'un point de vue investissement, c'est une thématique qui sera porteuse sur le long terme. Enfin, un autre sujet qui peut avoir du sens dans le contexte actuel et qui est renforcé par le contexte actuel, c'est toutes les entreprises qui basent leur business model sur l'économie de l'abonnement. Donc, l'idée, c'est plutôt que de payer un service, on paye un abonnement mensuel. À la base, c'était surtout les opérateurs téléphoniques, les médias. Aujourd'hui, c'est à peu près tout. Votre abonnement Netflix, votre abonnement à la salle de sport, tous les artefacts qu'on peut acheter dans des jeux vidéo populaires, les applications mobiles. Donc, c'est un nouveau mode de consommation qui est simple, rapide, illimité. On ne se préoccupe pas de l'obsolescence. Et puis surtout, on a des sociétés qui offrent une visibilité qui peut être très précieuse, comme des moments comme ceux qu'on traverse aujourd'hui. Une autre thématique de placement qu'on affectionne et qui peut avoir du sens pour nous, c'est l'idée d'investir sur des solutions foncières, comme par exemple les forêts, les terres agricoles ou les vignes. C'est des actifs qui peuvent jouer un rôle de valeur refuge et en tout cas qui sont des supports de diversification patrimoniale intéressants. Si on prend l'exemple des forêts,
Pour investir dans des forêts, il faut investir dans un groupement d'investissement forestier. Il y a un certain nombre de risques qu'il faut bien expliquer, bien comprendre. Néanmoins, la forêt, c'est une valeur refuge historique pour des grandes familles françaises, pour des institutionnels. Et c'est un placement qui se valorise en moyenne de 3% par an depuis une vingtaine d'années. Il y a des vrais sous-jacents qui soutiennent cette tendance, une demande de bois très forte dans la construction, dans l'énergie, des pays émergents qui ont besoin d'apporter du bois. Et puis, en prime, c'est des placements qui offrent des réductions d'impôts attractives, réduction d'impôts sur le revenu et exonération de droits de succession pour les sommes qui se sont placées en forêt. Donc, c'est une thématique qui nous paraît intéressante dans le contexte actuel. Je voudrais juste dire un mot du dispositif Girardin industriel. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est quand même assez connu. À la base, c'est un dispositif d'optimisation fiscale dont le but est de soutenir l'activité industrielle dans les DOM-TOM. Le principe, concrètement, c'est de réaliser un investissement à fonds perdu. Cet argent, il va servir à acheter un tracteur, une grue dans des entreprises industrielles outre-mer. Et en contrepartie, vous recevez une réduction d'impôt qui est supérieure au montant de cet investissement. Donc, pour prendre un exemple concret, si on a l'idée, pour quelqu'un qui paye 12 000 euros d'impôt, par exemple, il investit 10 000 euros aujourd'hui, au mois de mai. Il ne se passe rien jusqu'en septembre 2021, dans 16 mois. Et en septembre 2021, il reçoit une réduction d'impôt de 11 200 euros. Donc, il gagne la différence. En fait, il gagne 1 200 euros en 16 mois, ce qui représente un rendement de 12%. Bien sûr, il y a un certain nombre de risques associés à ce type d'opération. Il faut bien les comprendre et les appréhender. Néanmoins, il y a des opérateurs qui proposent des opérations assorties de garanties totales de bonne fin financière et fiscale. Donc là, dans ces configurations, tous les risques existants qu'il faut comprendre sont tous couverts. Donc en termes de placement de trésorerie, c'est une solution qui peut être également intéressante. Donc voilà quelques thématiques qui peuvent être porteuses pour remplir les enveloppes un petit peu qu'on a vues tout à l'heure. En termes, quand on a un horizon de placement assez long, qu'on peut prendre un petit peu de risque, il vaut mieux privilégier des thématiques porteuses. Et quand on veut être prudent, il y a des solutions pour diversifier son patrimoine sur des choses tangibles à l'abri des marchés. Maintenant, je voudrais dire un petit mot des enveloppes de placement accessibles. Dans quelle enveloppe investir. Donc, d'abord, il y a toutes les enveloppes bancaires, donc un compte titre, un PEA. Donc, l'avantage de ces enveloppes, c'est que les titres, quand vous achetez des actions ou un fonds action, les titres, c'est votre propriété directe, c'est vous qui les détenez. Ils ne sont pas dans les comptes de la banque. Donc, si la banque fait faillite, vous restez propriétaire de vos titres, il n'y a pas de problème. Ce qui n'est pas le cas pour les liquidités dont vous disposez sur un compte courant ou sur un compte espèce dans un PEA. Là, comme vous devez le savoir, vous n'avez qu'une garantie à hauteur de 100 000 euros par un fonds de garantie si l'établissement bancaire fait faillite. Le fonds de garantie marche. Alors, l'inconvénient de ces enveloppes bancaires, c'est d'abord que les sommes sont imposées plein pot aux droits de succession. Il n'y a pas d'abattement autre que les abattements de droit commun. Pour les enfants, pour rappel, on peut transmettre 100 000 euros par enfant tous les 15 ans en franchise de droit. Et l'autre inconvénient, c'est que quand on a des gains, que ce soit des intérêts ou des plus-values, ils sont imposés immédiatement. Ils sont imposés à la flat tax de 30%. Ce n'est pas le cas dans le PEA. Le PEA, comme vous devez le savoir, il y a une fiscalité avantageuse quand on conserve les sommes plus de 5 ans. Et en fait, on n'est pas imposé sur les gains. Alors d'abord, on n'est pas imposé dans le PEA tant que les sommes restent dans l'enveloppe. Et quand on fait un retrait, on est imposé que aux prélèvements sociaux, 17,2%, si on retire les sommes après 5 ans. Alors une enveloppe qui est particulièrement attractive, c'est l'enveloppe assurance vie. L'avantage, c'est que, d'abord, l'assurance vie, j'insiste bien sur le fait que les sommes restent disponibles à tout moment. Il n'y a pas de blocage. Souvent, on se dit, on a en tête 8 ans. Mais l'assurance vie, les sommes ne sont pas bloquées, les sommes sont disponibles quand on veut, les sommes qu'on place dessus. L'avantage de l'assurance vie, c'est qu'on a accès à une palette de supports vraiment très large. On peut avoir le fonds euro à capital garanti, on peut avoir des actions, on peut avoir des obligations, on peut avoir de l'immobilier, on peut tout avoir dans l'assurance vie. Ce qui est pas mal aussi, c'est que tant que les sommes restent dans l'enveloppe,
il n'y a aucune imposition sur les gains. Il y a une imposition sur les gains qu'au moment où on fait un retrait. Et là, cette taxe, elle est dégressive avec le temps. Elle est de 30% avant 8 ans. Donc, c'est exactement la même chose que si on n'était pas dans une assurance vie. Et de 24% après 8 ans. Donc, dégressive avec le temps. L'avantage de l'assurance vie, c'est qu'on peut transmettre des sommes assez importantes en franchise de droits de succession. Quand on souscrit une assurance vie, on désigne des bénéficiaires dans le cas où il nous arriverait quelque chose. Et chaque bénéficiaire bénéficie d'un abattement de 152 000 € qui s'ajoute aux autres abattements dont il peut avoir avant d'être taxé aux droits de succession. C'est forfaitaire d'ailleurs pour l'assurance vie. Le gros point faible de l'assurance vie, c'est le risque de faillite de l'assureur. Parce que quand on a un contrat ouvert chez AXA, par exemple, ou chez Generali, voilà, c'est très peu probable, mais si jamais la compagnie d'assurance fait faillite, on a une garantie qu'à hauteur de 70 000 € par assureur. Donc, pour limiter ce risque, qui est très très faible, mais qu'il faut quand même avoir en tête, on peut soit diversifier les contrats entre les assureurs, soit pour des montants importants, au-delà de 100 000 €, privilégier plutôt des contrats de droit luxembourgeois qui vont offrir des garanties supplémentaires en termes de sécurité. Notamment, il y a ce qu'on appelle un triptyque de sécurité. Donc, les assureurs au Luxembourg sont supervisés par l'État. Et puis, l'argent qu'on place n'est pas intégré au compte de l'assureur. En France, quand vous ouvrez une assurance vie, l'argent est dans les comptes de l'assureur. Donc, si l'assureur fait faillite, en fait, on est créancier de dernier rang. Donc, avant qu'on nous rembourse notre argent, l'assureur il va payer ses impôts, il va payer l'État, il va rembourser différents créanciers, et puis nous, on arrive en dernier. Quand on souscrit une assurance vie de droit luxembourgeois, on est créancier prioritaire. Donc, quand l'assureur fait faillite, on est parmi les premiers à être remboursés. Donc, voilà, pour des sommes importantes, c'est important d'avoir ces notions en tête. Dernière enveloppe de placement dont je souhaite parler, le plan épargne retraite. Vous avez sans doute entendu parler, depuis 8 mois, il y a un nouveau plan épargne retraite qui permet de sortir son argent en capital quand on part à la retraite, alors qu'avant, ce type de support, on pouvait sortir que en rente, on ne pouvait jamais récupérer tout son capital. Là, l'idée, c'est exactement le même fonctionnement que l'assurance vie, sauf que l'argent n'est pas disponible. L'argent que vous investissez sur un PER est bloqué jusqu'à votre retraite. Au moment de la retraite, on a la possibilité de sortir en capital. Il y a quand même des clauses de déblocage anticipées, comme l'achat d'une résidence principale, par exemple, permet de sortir les sommes d'un PER. Et en contrepartie de ce blocage des sommes, vous avez des réductions d'impôts qui peuvent être assez importantes lorsque vous versez de l'argent dessus. Donc, quelqu'un qui verse par exemple 1 000 € sur un PER et qui est imposé dans la tranche à 41%, ça va lui faire une économie d'impôt de 410 €. Quand on multiplie par 10, si on verse 10 000 €, ça fait 4 100 € d'économie d'impôt. Alors, c'est bien. Par contre, ces sommes, elles sont refiscalisées à la sortie. C'est-à-dire qu'au moment où on part à la retraite, où on sort son capital, ou au moment où on achète une résidence principale, là, on est fiscalisé à ce moment-là à notre tranche marginale du moment. Donc, finalement, c'est intéressant que si on est à un instant T dans des tranches élevées et qu'on pense que dans le futur, notre tranche d'imposition va diminuer. Comme pour l'assurance vie et le PER, c'est un peu le même combat. Il faut vraiment veiller à l'attractivité des enveloppes qu'on ouvre. Donc, quand on ouvre un PER ou une assurance vie auprès d'une banque, souvent, on n'a accès qu'au support de la banque. Souvent, il va y avoir aussi des frais élevés. Donc, il faut souscrire des contrats en architecture ouverte qui donnent accès à une palette de supports très large. L'idée, c'est que quand on veut investir sur des thématiques actions, il faut avoir accès aux meilleures sociétés de gestion sur ces thématiques. Quand on veut investir dans des SCPI ou dans de l'immobilier papier, il faut avoir accès aux meilleurs gérants de ce type de solution. Donc, privilégier des enveloppes qui ont une offre, qui ont un contenu très large et privilégier des enveloppes à faible frais. Aujourd'hui, payer des frais d'entrée sur un contrat d'assurance vie, c'est quand même un petit peu aberrant dans le contexte de taux bas actuel. Alors, juste sur le PER, il y a des stratégies qui peuvent être intéressantes à mettre en place. Pour ceux qui ont des contrats Madelin, par exemple, pour les indépendants qui auraient des Madelin, il faut se poser la question de est-ce que je le garde et quand je suis à la retraite, finalement, je vais pouvoir toucher qu'une rente, ou est-ce que je le transfère sur un PER pour pouvoir sortir la somme en capital au moment de ma retraite. Il y a des stratégies à mettre en place en matière de protection des conjoints.
Et enfin, il est également possible d'ouvrir un PER entreprise. Ceux qui sont salariés doivent en avoir un et ceux qui sont indépendants, il est possible d'en ouvrir un pour son entreprise dès lors qu'on a au moins un salarié. Et là, avec l'épargne salariale, l'abondement, l'intéressement, la participation, il y a vraiment moyen de faire passer de la trésorerie d'entreprise vers son patrimoine personnel avec une fiscalité très légère. Je voulais juste dire un petit mot sur l'immobilier. Donc l'immobilier, comme on l'a dit, c'est le seul investissement qui permet d'utiliser l'effet de levier du crédit. Il n'y a rien d'autre qui permet d'emprunter et finalement d'acheter un bien qui va être financé en partie par un locataire. C'est un super outil aussi pour avoir un revenu complémentaire récurrent. Par contre, l'immobilier, c'est fortement fiscalisé. Ça peut être fortement fiscalisé. Un impôt sur le revenu qui peut être fort, des prélèvements sociaux, la problématique de l'impôt sur la fortune immobilière. Donc, l'idée, c'est de bien réfléchir au type d'investissement qu'on fait. C'est sûr qu'il vaut mieux faire de la location meublée que de la location nue. Il vaut mieux privilégier des solutions rentables que des solutions pas rentables. Il faut réfléchir avant quel type d'opération on peut faire. Il y a des alternatives à un investissement dans l'immobilier en direct, que sont les SCPI, les OPCI. Il y a des solutions de private equity qui permettent d'investir dans l'immobilier sans rentrer dans l'assiette d'imposition de l'impôt sur la fortune immobilière. L'idée, c'est que immobilier, ça ne veut pas dire immobilisme. Quand on a un parc immobilier et dans les moments comme on traverse aujourd'hui, ça vaut le coup de se poser, d'analyser les placements qu'on a faits et de voir s'il n'y a pas des sources d'optimisation. Les sources d'optimisation, ça peut être effectivement passer un bien en location meublée, ça peut être faire des travaux pour générer du déficit, ça peut être, si on veut transmettre un bien à ses enfants, créer une SCI et les enfants rachètent le bien via cette SCI avec de la dette, ça réendette le bien et donc ça diminue la fiscalité. Voilà, il y a pas mal de choses à réfléchir. Enfin, ce qui est important pour moi de préciser, de par mon expérience, j'ai eu l'occasion de passer dans des cabinets de défiscalisation donc, qui vendent pas mal de dispositifs Pinel, Malraux, etc. C'est de ne pas s'arrêter à une réduction d'impôt qui peut être hyper mirobolante pendant 5-6 ans. Quand on fait un investissement immobilier, il faut toujours partir du principe que potentiellement, on va conserver le bien sur le long terme. Et donc, il faut regarder quel rendement je vais avoir sur 20 ans et quelle constitution de patrimoine je vais avoir sur 20 ans. Si on ne paye pas d'impôt pendant 3 ans, mais qu'au bout de 20 ans, on revend le bien avec une décote de 30%, ce n'est pas sûr qu'on soit gagnant dans l'histoire. Donc, il y a des solutions pertinentes. Il y a ici quelqu'un de colocataire, par exemple, qui assiste au webinaire. Il faut prendre le temps d'analyser les différentes possibilités. J'en ai terminé sur ce que je voulais vous dire. Donc, en conclusion, gestion de patrimoine et coronavirus, comment réagir face à la crise? La première chose, c'est une bonne période pour réfléchir sereinement à l'organisation de son patrimoine en fonction de ses besoins, de ses objectifs, essayer d'identifier les leviers disponibles pour soit réorganiser son patrimoine, soit en tout cas être informé et être prêt à prendre les bonnes décisions au bon moment lorsque des opportunités se produiront. Ce qui est important, c'est de penser long terme, de se projeter au-delà de la crise, en espérant que vous ayez fait des choix qui font sens pour vous et avec lesquels vous êtes à l'aise, de maintenir le cap sur ces choix. Et dans tous les cas, c'est important toujours de faire des choses qui nous correspondent, de diversifier son risque, de comprendre ce qu'on fait. On a vu lisser ses investissements et diversifier, c'est pertinent pour diminuer son exposition au risque. Et une fois qu'on a décidé d'une organisation patrimoniale, au sein de cette organisation, il faut autant que faire se peut privilégier des thématiques qui vont être porteuses. On en a évoqué quelques-unes et privilégier des enveloppes de placement adaptées. Il n'y a pas d'enveloppe de placement miracle. C'est la même chose que pour les investissements. Il faut diversifier ces enveloppes de placement et avoir des solutions adaptées à ces objectifs. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Je suis à votre disposition pour vos questions, si vous en avez. Je ne sais pas comment on arrête le partage d'écran.
Alors moi, bonjour, je suis Frédéric Fèvre. Euh, alors, je vais mettre la caméra pour que vous me voyez. Voilà. Je sais pas si vous me voyez, c'est bon? D'accord, très bien. En fait, j'avais une question par rapport, alors c'était plutôt au début de votre présentation, par rapport aux liquidités qui sont injectées dans l'économie, savoir quelles conséquences enfin, ça va avoir à long terme, parce qu'on on peut s'imaginer que ça va pas être sans conséquences, tout ça. Et sur le particulier, qu'est-ce que ça va, comment le particulier va être impacté du coup? Bah, euh, alors, j'ai entendu un prix Nobel de l'économie la semaine dernière qui disait que lui ne savait pas ce qui allait se passer. Donc, Mhm. ça, c'est pas possible. Ce qui est sûr, c'est que enfin, le scénario le plus grave qui pourrait se passer, c'est que les gens perdent la confiance dans l'argent, en fait, perdent la confiance dans la monnaie, que la monnaie qui est créée et que finalement la monnaie qu'on utilise ne valent plus rien. Et dans ce cas-là, ça veut dire que ce qu'on appelle épargne de sécuriser aujourd'hui, bah, comme les fonds euros sur les contrats d'assurance vie, ça veut dire qu'il y aurait des gros problèmes là-dessus, par exemple. D'accord. Ça veut dire qu'on changerait de système, en fait. Hein, Ouais, complètement. Ouais. ça, c'est le scénario catastrophe. Après, donc, comme j'ai dit, il y a quand même plusieurs solutions qui sont envisageables. Même effacer la dette. Genre là, tout l'argent qu'on crée, finalement, c'est de l'endettement pour les États. Il est enfin, à mon avis, il est probable qu'un jour, bah, on dise, voilà, finalement, on ne la rembourse pas. En fait, toute la dette qui est émise aujourd'hui pour soutenir l'économie, c'est vraiment de la dette qui est détenue par les banques centrales. Les banques centrales, elles sont, même si ce n'est pas officiel, ce n'est pas direct, elles obéissent aux États. Donc, le jour où les États se mettent d'accord entre eux pour effacer leurs dettes et disent aux banques centrales, bah, voilà, tu trouves un moyen, tu m'effaces ça, ça se passera. Maintenant, le souci, c'est qu'il faut que tous les États soient d'accord pour le faire. Donc là, on peut faire, enfin là on peut s'endetter parce que tous les États sont un peu dans la même situation. Maintenant, là, ce qu'on va voir dans quelques mois, si demain l'Allemagne redémarre beaucoup plus vite que la France, par exemple, bah, c'est pas sûr que l'Allemagne soit toujours d'accord pour qu'on prête à la France pour financer des revendications sociales locales, par exemple. D'accord. Ok. Mais j'ai pas, honnêtement, j'ai Oui, pas. oui, non, c'est pas évident, mais c'est vrai que on peut s'imaginer que du coup, il va y avoir vraiment des conséquences avec ça, puisque la création d'argent a toujours amené des conséquences. Donc, voilà. Pour l'instant, la conséquence, c'est que les injections monétaires, encore une fois, là, c'est très massif, mais c'est pas nouveau. Ça fait 6 ans Mm. que Oui. finalement l'économie est soutenue par ça. La conséquence avant crise, c'est finalement que toutes les classes d'actifs montent. Les actions, ça monte, l'immobilier, ça monte, l'obligation, ça monte, qu'il n'y a plus de notion de risque, en fait, finalement. Mm. Avant la crise, là, bah, on disait bah, finalement, les actions, ça monte tout le temps, l'immobilier, ça monte tout le temps. Voilà. Donc le risque, c'est des hausses, des valorisations artificielles des actifs, en fait. D'accord. Ok. Maintenant, là, pour moi, la réponse, enfin, au niveau personnel, la réponse qu'on peut donner, encore une fois, c'est la diversification. Hein. C'est d'être diversifié sur plusieurs choses, de comprendre les risques qu'on prend, Mm. et puis encore une fois, de penser long terme. Parce que s'il n'y a pas, il peut y avoir un scénario catastrophe, mais moi, j'y crois pas trop. Enfin, en tout cas, pas dans les 10 prochaines D'accord. années. Ok. Merci. Alors moi, j'ai une question, Nathalie de Quest, Assistime. Vous parlez du PER depuis 8 mois, mais en fait, il y avait le PER avant, qui était aussi un plan épargne retraite populaire. Donc, quelle est la différence si on a ouvert des PER avant, des PERCO est-ce qu'ils sont devenus des PER tout seuls? Est-ce qu'on doit les transférer? Est-ce que c'est encore un autre produit ou est-ce que c'est un autre nom du même produit? Parce que c'est le même principe, en fait. Ouais. Alors, c'est un PERP très fortement amélioré parce que sur le PERP, vous ne pouvez pas sortir en capital à la fin. C'est-à-dire que quand vous arrivez à la retraite, vous avez une rente. Enfin, vous pouvez sortir 20% en capital, mais vous avez en majorité une rente. Là, sur le plan épargne retraite, l'avantage, c'est quand on arrive à la retraite, on peut vraiment récupérer tout son capital si on veut. Alors, est-ce que le PERP va être transformé en PER? Ça dépend des assureurs. Il y a des assureurs RS, par exemple, qui décident là, en septembre, de transformer tous ces PERP en PER. Il y a des autres assureurs qui vont laisser le choix. Ce qui est sûr, c'est que
que ce soit pour les pairs, pour les Madelins ou quoi que ce soit, il faut faire une analyse du contrat pour voir si c'est intéressant ou pas. Sur le principe, l'idée de pouvoir retirer son argent quand on arrive à la retraite, c'est plus attractif que d'avoir une rente jusqu'à ce qu'on décède, sauf si on vit très longtemps. Maintenant, il y a des facteurs techniques comme les tables de mortalité, les annuités garanties, etc., qui font qu'il faut vraiment regarder contrat par contrat si c'est intéressant ou pas. Si on retire le capital tout de suite à la retraite, on est fiscalisé sur la somme totale qu'on va toucher. Alors que si on est lissé en rente jusqu'à ce qu'on décède, on est lissé au fur et à mesure. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, alors la rente que vous avez, elle est imposée à l'impôt sur le revenu aussi. Oui, c'est ça, mais si on sort le capital tout de suite en une seule fois au moment de la retraite, on va être fortement fiscalisé. Alors, vous êtes fiscalisé sur la partie tous les versements que vous avez faits pour lesquels vous avez bénéficié d'une réduction d'impôt. Effectivement, au moment où vous le sortez, l'année où vous le sortez, c'est un revenu qui est imposé au barème de l'impôt sur le revenu. Maintenant, si au moment où vous avez investi ces sommes, vous étiez à une TMI à 40% et qu'au moment où vous les ressortez, vous êtes à une TMI à 30%, vous avez quand même gagné le différentiel. La question, c'est en gros, est-ce que vous préférez avoir une rente tous les mois ou est-ce que vous avez besoin d'argent pour un projet? Si vous voulez faire une piscine dans votre jardin, je ne sais pas, peut-être que vous êtes content de retirer un capital important pour pouvoir faire ce projet plutôt que d'avoir une rente tous les mois. Encore une fois, ça se calcule. Dans le cas de la rente, en général, il y a des annuités garanties. Donc, on sait qu'on va percevoir 15 années tel montant tous les mois. Si on décède, la rente, elle va être reversée à nos enfants. Donc, finalement, cette somme qu'on va récupérer au maximum, ça a un montant. Il faut la comparer au montant qu'on a si on retire tout le capital tout de suite et voir ce qui est le plus avantageux. Donc, concrètement, il faut faire une analyse. En fait, la différence. Oui, elle n'est pas négligeable. Elle est que oui, non, mais je comprends que ça mérite réflexion, je suis d'accord. Mais la différence, c'est ça. Après, encore une fois, dans le PERP, vous avez une allocation d'actifs qui peut être prudente, équilibrée, etc. Et il y a des contrats dans lesquels on a le choix qu'entre 5-6 supports, et il y a des contrats dans lesquels on a mis le support et dans lesquels on peut mettre les thématiques que j'ai évoquées aujourd'hui. Ok, merci. Vous avez parlé du PERCO. Le PERCO, c'est au niveau de l'entreprise. Oui, c'est l'entreprise. Ouais. Ok, merci. De rien. Bonjour Olivier, c'est Arnaud Montraire. Oui, salut Arnaud. Je voulais simplement savoir si on pouvait avoir accès à ton support après cette réunion. Oui, oui, pas de problème. D'accord, très bien. Pour le relire tranquillement et puis pour se revoir et prendre les bonnes décisions. Voilà. On peut s'appeler, en tout cas. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, peut-être que j'ai une autre question si les autres... alors, moi, je m'intéresse beaucoup au placement de l'assurance vie. Je voulais savoir si c'était le meilleur placement bancaire. Parce que je me suis renseigné, le taux de rémunération, je crois, est de 1%, en tout cas dans les banques auxquelles je me suis intéressé. Je voulais savoir si ce taux était plus élevé, par exemple, tu le disais au Luxembourg. Est-ce que c'est le cas, par exemple? Alors, dans l'assurance vie, il y a une chose qui est le fonds euro à capital garanti. Donc ça, les performances, elles diminuent d'année en année. Donc en moyenne, c'était, je sais pas, 1,4 ou 1,5 cette année en moyenne. Donc si c'est 1%, c'est en dessous de la moyenne. De toute façon, en gros, les assurances vie proposées par les banques sont nettement moins bonnes que toutes les assurances vie que tu peux avoir via un courtier ou que tu peux avoir sur un courtier en ligne. Voilà. C'est moins bien en termes de frais, en termes de palette de support auquel tu vas avoir accès au sein de cette enveloppe. Ça, c'est quasiment certain. Après, dans les contrats luxembourgeois, il y a le fonds euro, ce n'est pas le truc le plus attractif. Maintenant, le fonds euro, c'est quand même quelque chose qui va rapporter 0 dans les années à venir. Donc, faut réfléchir. Il faut réfléchir à ce que tu fais au sein de l'enveloppe assurance vie. L'assurance vie, c'est une enveloppe qui permet de bénéficier d'une fiscalité avantageuse sur les revenus, d'exonération de droits de succession et le Luxembourg, c'est quand on veut placer plus de 100 000 euros, en gros, ça offre une sécurité supplémentaire en termes de garantie dans l'hypothèse où des assureurs viendraient à faire faillite.
Ok. Et qu'est-ce qui distingue alors une assurance vie ouverte auprès d'un établissement bancaire d'une assurance vie via un courtier? Un contrat d'assurance vie, ce qu'il faut regarder quand tu ouvres un contrat d'assurance vie, c'est quel support tu peux avoir dedans. C'est-à-dire que mettons, tu mets 20 000 euros dans une assurance vie. Après, ces 20 000 euros, tu vas les placer sur des choses dedans. Donc, si tu ouvres un contrat d'assurance vie chez BNP, il y a de fortes chances que tu aies que des fonds de la banque BNP dedans. Et les fonds de la banque BNP, ce n'est pas forcément les meilleurs. Parce que quand on veut investir dans des actions, il y a des sociétés de gestion indépendantes dont c'est le métier de faire de la gestion action, qui ne font que de la gestion action, qui font ça très bien. Donc, il vaut mieux avoir leurs fonds à eux. Quand on va investir dans l'immobilier, pareil pour l'immobilier. Pour chaque classe d'actifs, en fait, il y a des sociétés qui sont spécialistes de ça. Une banque, elle est spécialiste de tout et de rien, en gros. Donc, il y a les supports que tu peux avoir. Ensuite, il y a les frais. Moi, les clients qu'on a qui ont des contrats d'assurance vie dans les banques, quand je leur demande quels frais d'entrée vous avez, je vois des choses hallucinantes, genre 2%, 3%, voilà. Donc, il faut savoir qu'avoir des frais d'entrée aujourd'hui sur des contrats, pour moi, ce n'est pas normal. En tout cas, on fait 0% de frais d'entrée. Après, il faut quand même un montant minimum d'investissement. Mais voilà. Donc, c'est le contenu de ton contrat et les frais que tu vas avoir essentiellement. Et après, le suivi derrière qui font que, j'imagine que si tu ouvres une assurance vie avec ta banque, une fois que tu l'auras ouverte, je ne suis pas sûr qu'ils t'appellent très souvent, sauf pour te dire ouais, il y a tel produit magique, tu vas investir dessus ce mois-ci. Ouais, ils ne seront pas proactifs, je comprends. Et j'ai une dernière question. Quand tu nous as montré le graphique sur le taux de risque des placements par rapport à leur rentabilité, on voyait que l'or avait plutôt un bon taux, je dirais, avant les actions et un risque assez faible. Est-ce que ces caractéristiques-là sont dues au fait que la quantité d'or dans le monde est limitée et que donc on peut s'y fier en fait? Est-ce que c'est un placement au final dans lequel on peut avoir confiance? Alors, c'est une valeur refuge. Donc là, l'or est au plus haut. Alors, on se parle. Oui, elle est à 1700 euros, l'once. En gros, si tu regardes sur le long terme, si tu compares l'évolution de l'or et l'évolution des marchés, quand il y a une crise, quand il y a une panique ou quoi que ce soit, l'or monte. Et puis, quand les choses redeviennent normales, l'or baisse. Alors après, par rapport à la question sur les injections monétaires, c'est sûr que si un jour il y a une perte de confiance dans la monnaie, l'or, historiquement, c'est une valeur refuge vers laquelle les investisseurs vont quand il y a une panique. Maintenant, ça reste quelque chose qui est quand même spéculatif parce que l'or, historiquement, c'est ce sur quoi est adossé les monnaies, en fait. Donc, maintenant, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur intrinsèque. Une entreprise, quand tu investis dedans, il y a un business et donc ça génère un résultat et donc ça distribue un résultat. L'or, tu achètes un métal qui en soi ne vaut quelque chose que par sa rareté. Donc c'est vrai que par le passé, l'or, c'est toujours la référence des monnaies, que si on va vers une crise importante, l'or devrait sans doute monter. Maintenant, il y a d'autres choses qui existent aujourd'hui. Si on se projette vraiment dans un futur très loin, est-ce que l'or, ça vaudra plus que des crypto-monnaies quand ce sera opérationnel? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que dans une allocation d'actifs, il faut être diversifié et donc il faut avoir une exposition à l'or d'une manière ou d'une autre. Pour être exposé à l'or, il n'y a pas que acheter des lingots. Dans une assurance vie, par exemple, tu peux investir sur des fonds de minières. Donc là, ce qu'on voit, c'est que l'or physique a beaucoup monté. Par contre, les minières sont encore un petit peu en retrait. Donc, si on veut parier sur l'or, ça peut être un moyen intéressant. C'est quelque chose à avoir dans son allocation, mais en tout cas, nous, selon nos modes de réflexion, c'est pas le truc. On ne traite pas tout là-dessus. Je ne sais pas si ça reste. Oui. Non, si, bien sûr, il faut varier ses placements. Je suis d'accord. Bon, merci. Dans la période actuelle, oui, l'or se porte très bien. L'or va sans doute continuer à monter. Maintenant, ça monte parce que c'est une valeur refuge.
Est-ce que dans les configurations du siècle à venir, ça aura toujours du sens? Historiquement, oui. Moi, personnellement, j'en suis pas convaincu. Donc, j'ai parlé des forêts tout à l'heure où c'est du foncier. C'est également des valeurs refuges qui peuvent, pour moi, peuvent faire sens aussi. Voilà. Mhm. Ok, merci Olivier. Je laisse la parole aux autres. Oui, Olivier, moi je trouve très intéressante ta présentation parce que ça montre bien qu'en fonction du profil de chaque personne, eh ben, il n'y a pas une stratégie miracle pour tout le monde. C'est vraiment, on adapte une stratégie par rapport à la situation, le profil et la dynamique de chacune des personnes. Ça, c'est très vrai. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est l'idée de dire on met un petit peu tous les mois et c'est vrai qu'au final, c'est là, et là je parle un petit peu vis-à-vis de ma chapelle, l'immobilier d'investissement, c'est exactement là-dessus que se bâtit une richesse, si on ose dire. Mais pour rebondir un petit peu sur la question d'Arnaud, il y a quelques années de ça, je m'intéressais aux matières parce qu'on voyait que la consommation mondiale allait augmenter dans tout ce qui est besoin. Alors, tu as évoqué le bois, mais le cacao, le sucre, enfin, toutes les matières en général. Parce qu'il y a une demande mondiale de plus en plus forte. En ce moment, c'est une période particulière avec le Covid, donc la consommation mondiale, elle accuse le coup. Mais est-ce que ça serait intéressant de se repositionner sur ce genre de produits? Alors là aussi, c'est de la spéculation finalement. Mais est-ce que ça serait intéressant de se positionner sur ce genre de produit? Est-ce qu'on peut supposer que la consommation mondiale va complètement reprendre? Ou est-ce qu'on va vers, comme certains prônent, une décroissance, un changement de paradigme? Enfin bon, voilà, question. Alors, en fait, je n'ai pas les connaissances nécessaires pour t'apporter un oui ou un non. Moi, personnellement, tout ce qui est matière première, euh, je vois ça comme quelque chose de spéculatif, c'est-à-dire qu'il y a des phases où ça monte beaucoup, et il y a des phases où ça baisse beaucoup. Et quand je regarde effectivement sur 30 ans, si je regarde des fonds matières premières diversifiés, sur le très long, dans l'hypothèse où on reste investi dedans, c'est-à-dire si on investit à un moment parce qu'on pense que ça va monter et quand c'est en haut, on vend, là on gagne de l'argent. Mais si on place de l'argent et qu'on reste dedans sur 15 ans, honnêtement, quand je regarde les fonds qui existent, il n'y en a pas qui m'ont convaincu, en fait. Donc après, je pense vraiment que quand on prend le temps de s'y intéresser, quand on s'y connaît, forcément, il y a des opportunités à avoir. Mais moi, en fait, c'est pas vraiment... J'ai pas les connaissances pour parce que c'est pas mon métier. Moi, mon métier, c'est de gérer le temps long. Donc, effectivement, au sein d'une allocation dans l'assurance vie, selon si le profil de la personne s'y prête, on va mettre une exposition aux matières premières d'une manière ou d'une autre. Maintenant, moi, je ne suis pas ces marchés au quotidien, donc honnêtement, je peux pas te donner un avis pertinent là-dessus. Voilà. Désolé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'était tellement bien, ils n'osent pas, Il faut digérer quand même. intervenir. Quand même beaucoup d'infos, il faut digérer. Il faut se projeter en fait. Faut se projeter. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos. L'idée, notre métier, c'est d'accompagner les gens. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez en discuter de manière individuelle. Nous, en fait, on accompagne les particuliers sur ces thématiques et notre vision, c'est d'essayer de présenter à chacun l'ensemble des solutions qui existent dans la situation avec les avantages, les inconvénients, pour que vous fassiez justement des choix en connaissance de cause. Donc, on ne va pas s'arrêter à vous dire, voilà, vous, faut faire ça. L'idée, c'est vraiment de vous présenter le spectre des possibles. Certes, on va faire une préconisation, mais que vous ayez informé vraiment de l'ensemble des possibilités avec les contraintes et les
Après, une fois qu'on a décidé quelque chose, on vous accompagne dans la mise en œuvre, bien sûr. Très bien. Je vais réfléchir. En tout cas, merci. C'est très intéressant. Merci à vous. Merci. À bientôt, probablement. Je reste là. Et puis pour les autres, merci d'être venus. Et puis, merci Olivier. Merci beaucoup. Merci beaucoup Olivier. Merci pour la présentation. Merci. Merci. Au revoir. Merci.